J'ai étudié le droit à Bruxelles. J'avais un autre rêve qui était de devenir pilote. Pour moi, ça a été une question de timing, le bon moment. J'y crois énormément et je dis ça souvent aux jeunes gens, c'est le bon moment et y croire et être ouvert aux opportunités. Il y a un train qui passe, prends-le, même si tu ne sais pas exactement où il va, tu verras. De l'autre côté de la peur, il y a nos rêves en fait. Steve Jobs avait un très bon quote là-dessus. Se rappeler de sa propre mortalité, c'est le meilleur moyen de ne pas tomber dans le piège de croire qu'on a quelque chose à perdre. La routine tue, mais quand tu es dans un environnement à risque, il faut une part de routine, mais il faut aussi savoir se remettre en question, savoir appréhender les risques. Moi, j'ai toujours une philosophie de vie. Tout ce que je fais, je le fais à fond. Ouais, t'as pas de regrets après. Voilà, c'est all-in. Ça se passe, tant mieux. Ça se passe pas, on passe à autre chose. Il a sauté au-dessus des pyramides d'Égypte, survolé les lignes de Nazca et franchi les frontières du possible. Depuis plus de 25 ans, Cédric Dumont repousse les limites du corps et surtout de l'esprit. Athlète Red Bull, pionnier du wingsuit, à travers ses conférences, il parle de comment affronter ses peurs, comment sortir de la routine, comment vivre à fond sans regret. Bienvenue sur Open Mind, aujourd'hui on est avec Cédric Dumont. Merci beaucoup Cédric d'être sur Open Mind pour ton interview. Alors déjà, je voudrais commencer en revenant un peu sur ton enfance, quand tu étais jeune. C'était comment? Alors, j'étais tout sauf casse-cou. Ouais. J'étais, je pense, assez calme, mais avec mes parents, j'ai toujours beaucoup voyagé. J'ai commencé à skier à 3 ans, j'ai commencé à surfer quand j'avais 6-7 ans. On voyageait beaucoup aux États-Unis, surtout en Floride, parce que mon papa travaillait là-bas, en immobilier d'ailleurs. Et donc voilà, et puis j'ai commencé à jouer au golf quand j'avais 9 ans. Et c'était ta passion, le golf, tout de suite ou... J'ai accroché, ouais, parce qu'il y avait aussi ce côté dépassement de soi, gestion de ses émotions. Et moi, je vois beaucoup de liens entre la wingsuit et le golf, parce que peu de gens en général. Ah, c'est une question. Moi, je vois par rapport peut-être au mental, le fait qu'au golf, Tout c'est à 18 fait. trous de golf où un coup peut tout changer, il faut tout le temps être parfait. Et le wingsuit, je pense, ça va être un peu pareil, on va revenir là-dessus, où il faut être parfait tout le temps. Ouais, après la marge d'erreur n'est pas tout à fait la même. Voilà, donc j'ai commencé le golf quand j'avais 9 ans. Mais en fait, j'étais un peu dans deux mondes différents. J'étais dans le monde de la glisse, on va dire, et dans le monde du golf, qui est quand même un environnement assez classique, assez bourgeois. Et donc j'avais un pied dans l'un, un pied dans l'autre. Et à un certain moment, je me voyais passer pro, mais je me suis vite rendu compte que j'avais pas vraiment le niveau. Je pense que mentalement, je n'étais pas très bon non plus. Ah ouais? Et quand j'avais 15-16 ans, la psychologie du sport, on n'en parlait pas trop. J'étais peut-être. Voilà, je me suis vite rendu compte que j'allais pas. Voilà. Mais je jouais bien, comme tout gamin qui commence à 9 ans et qui joue, on va dire, 4-5 fois par semaine, tu vois. Donc voilà, mais c'était pas exceptionnel. Donc j'ai continué mes études. J'ai étudié le droit à Bruxelles. Et puis, alors pour faire bref, j'avais un autre rêve qui était de devenir pilote. Pilote d'avion, d'hélicoptère? Les deux, Ok. j'ai toujours aimé les deux. J'ai une fascination pour l'hélico. Mais d'autre part, je ne me voyais pas non plus faire carrière là-dedans. Donc après l'université, je suis parti aux États-Unis dans le but de devenir pilote. Et en fait, je suis arrivé sur un petit aérodrome en Floride, où à gauche, il y avait une école de pilotes, avec des gens assez classiques, qui me faisaient plus penser au golf. Et à droite, il y avait une école de parachutisme. Ah, et c'est là que tu découvres... Avec des gens qui étaient plus pour moi dans le milieu de la glisse, tu vois, avec des tatouages, des cheveux, c'était un peu plus rock'n'roll. Et je pense qu'à 22 ans, j'étais plus en recherche de ce côté liberté, rock'n'roll. Et en fait, j'ai passé mon brevet de chute libre. Et pour moi, ça a été en fait une sorte d'osmose entre les sports de glisse et de pilote quelque part. Mais je pilotais pas une machine, je pilotais mon corps. Et je trouvais ça assez. J'ai toujours été assez minimaliste. J'aime bien des sports où il y a peu de matériel. Et là, en fait, tu avais un petit parachute. Ouais. Tu montais dans un avion, tu sautais à 4000 mètres et
tu volais avec ton corps. Et c'était Ouais. le tout début du free fly. Parce que pendant des années, les gens ont chuté à plat. Mhm. Et il y avait quelques Américains à l'époque qui ont commencé à chuter tête en bas, etc. Et je trouvais ça, ouais. Et puis j'ai vu du sky surf. Mhm. Et puis, comme je faisais du surf et du skate, je me suis dit, il y avait de la compétition, il y avait les X Games aussi, c'était Ouais. fin des années 90. Donc pour moi, j'avais un but compétitif parce que je pense que je suis assez compétitif dans l'âme. Donc j'ai commencé le sky surf, j'ai dû faire 4-5 000 sauts en sky surf. Skysurf, c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas? C'est une discipline qui existe quasiment plus parce qu'il n'y a plus vraiment de compétition, mais à l'époque, on avait plusieurs compétitions. Il y avait les X Games comme finalité, qui étaient un peu les Jeux Olympiques des sports extrêmes. Ok. Et c'est en fait, tu chutes avec une planche au pied et tu fais des figures. Ok. Donc, tu fais l'hélico, il y avait vraiment de la glisse et en même temps, on va dire quelque chose d'assez Tu artistique. surfes avec l'air en fait un peu. Oui, exactement. Donc je trouvais ça assez intéressant. Et puis j'ai vu une photo de Patrick de Gaillardon avec une combinaison à elle. C'était en 98. Et là, je me suis dit, ouais, ça, il faut que je fasse, quoi. Donc c'est le wingsuit, ça, c'est un peu les prémices du wingsuit. Mais c'était le premier. Ok. Et on s'était croisés parce qu'il faisait du sky surf aussi. Donc, Patrick de Gaillardon, c'était vraiment le précurseur du parachutisme moderne. Il faisait du sky surf, il était le premier à faire de la wingsuit, donc de la combinaison à elle. Il faisait des projets, il avait un sponsor qui était Sector à l'époque. Waouh, c'était vraiment. Il avait professionnalisé quelque part un sport qui n'était pas du tout structuré ni professionnel, etc. En fait, il faisait de l'image, ce qui aujourd'hui est assez évident puisqu'on a les réseaux sociaux, YouTube, etc. Mais en 97-98, déjà faire de l'image, Ouais. il y avait Thierry Donard avec ces films qui présentaient dans chaque ville Oui. les Nuits de la Glisse, que moi j'allais voir avec un pote qui était snowboarder professionnel. Et chaque année on attendait, mais non, tu as YouTube, tu as tout ce que tu veux, tu Oui, vois, aujourd'hui, comme ça. Mais quand j'avais, enfin à l'époque, on attendait le film de la Nuit de la Glisse pour voir ce qui se faisait de plus pointu en glisse. Oui, je pense que chaque semaine, tu trouvais des nouveaux sports, des nouvelles disciplines. En fait, c'était l'émergence des nouvelles disciplines extrêmes un peu. Exactement. Et donc quand j'ai vu ces images de wingsuit, de combi à elle, je me suis dit, mais c'est ça je veux faire. Donc j'ai arrêté le sky surf. Ouais, mais du coup, comment tu fais pour te mettre dans le wingsuit alors que c'est un sport qui n'est pas du tout démocratisé? Parce que j'avais croisé Gaillardon quelques fois sur des drop zones. C'était une toute petite communauté. J'avais commencé le base jump, mais en Belgique, donc je sautais d'immeubles, d'antennes, de ponts, hein, puisque c'est plat. Et là, je suis parti dans les Alpes. J'ai commencé à sauter de falaises, mais on avait sans combinaison à aile. J'ai commencé à sauter avec les premières combinaisons à aile d'avion en 98-99. Et j'ai emmené mes combinaisons à aile de falaise en 2002. Ok. Donc on était vraiment dans les tout premiers. Et c'est là où tu commences à être repéré par Red Bull? Comment ça se passe? Non, alors ça c'est en 2000 en fait, donc il y a 25 ans. En Belgique, j'avais un nom. Ok. Donc pour moi, ça a été une question de timing, le bon moment. J'y crois énormément et je dis ça souvent aux jeunes gens, c'est timing, le bon moment et y croire et être ouvert aux opportunités. Il y a un train qui passe, prends-le, même si tu ne sais pas exactement où il va, tu verras. Et donc, par hasard, j'ai rencontré quelqu'un de chez Red Bull en Belgique, parce qu'il y a un importateur en Belgique, qui m'a dit « Ah oui, tu fais toujours du sky surf et tout, ah oui, t'as comment ?» Donc j'étais un des premiers, donc quelque part, j'étais tout seul, il n'y avait pas vraiment énormément de concurrence comme aujourd'hui, où aujourd'hui, il y a énormément de concurrence. Voilà, donc je pense que c'est une époque tout à fait différente. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, ils m'ont demandé, est-ce que tu veux faire partie de l'équipe Red Bull? En fait, j'ai jamais planifié ça. Okay. Pour moi, ça a été toujours un hobby, ça a toujours été une passion. Tout mon temps, mon argent allait là-dedans, mais j'ai toujours fait autre chose. Je suis entrepreneur aussi. Et pour moi, c'était une opportunité quelque part de monétiser une passion, de voyager, de rencontrer des gens, de monter des projets, des expéditions et faire de l'image. Et quelque part, prendre exemple sur Patrick de Gaillardon avec un nouveau sponsor, faire de l'image. Je faisais encore du sky surf, il y avait la wingsuit. C'était des disciplines à l'époque
et aujourd'hui encore, qui quelque part se vendait. Ouais, parce que Red Bull, oui, te payait en fait tous tes projets en fait un peu. Oui, oui, tout à fait. Enfin, ça, c'est un contrat, hein, Mm. mais je veux dire, oui, voilà. Donc, pour moi, tout était d'une part financé, mais je travaillais je travaille toujours avec une équipe, tu vois. Donc, c'était une nouvelle aventure. Et c'est toi qui décidais des projets que tu voulais faire ou c'est eux qui te proposaient des projets? Les deux. Les deux, il y a toujours eu, depuis le début, une énorme confiance. Si moi je disais c'est trop dangereux, ça va pas, l'endroit est pas bon, etc. Ok, parfait. Et vice-versa. Ok. Parfois, je suis arrivé avec des idées que moi je pensais incroyables, où ils m'ont dit non, écoute, peut-être trop dangereux, peut-être trop ceci, ou il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'angle, etc. Et voilà. Donc il y avait des projets qui passaient, il y avait des projets qui passaient pas. Mais je ne me suis jamais vraiment trop mis la pression pour que chaque projet passe. On va revenir un peu sur un peu l'extrême de savoir si c'est dangereux ou pas, comment on arrive à comprendre en fait la limite qu'on a par rapport entre vaincre une peur ou être inconscient. Mais je voudrais revenir que tu as été diplômé. Alors, si tu as été diplômé dans les sports appliqués en psychologie de haute performance. Oui, alors en Applied Sport Psychology, Ouais. donc psychologie des sports appliqués. Et aujourd'hui, on appelle ça plutôt psychologie de la performance, Ouais. parce que ça touche tous les environnements. Ok. Je ne vais pas dire à l'époque de nouveau, mais je veux dire que ça a vraiment démarré dans le sport de haut niveau. Mhm. Et en fait, ça commence à déteindre au niveau de l'entreprise, au niveau des artistes, au niveau... Et en fait, c'est pas de la science nucléaire, mais ce qu'on étudie, c'est comment être plus performant, surtout quand on est sous pression, comment mieux gérer son stress, ses peurs, etc. Ouais, parce que aujourd'hui, tu es conférencier et tu fais des conférences un peu partout dans le monde où tu expliques comment sortir sa zone de confort, accepter l'échec, être dans le flow et plein d'autres sujets. Et tu avais fait un podcast chez Red Bull et il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est « La peur, c'est ce qui nous sépare de nos rêves ». C'est comment gérer la peur et surmonter la peur et l'utiliser un peu comme outil pour avancer. Comment tu vois ça, toi, aujourd'hui? Mais ce que je dis souvent, c'est que de l'autre côté de la peur, il y a nos rêves, en fait. Mhm. Tout ce dont on a vraiment envie, c'est de l'autre côté. Donc il faut on me demande souvent, est-ce que tu n'as pas un truc, tu vois, il n'y a pas vraiment de raccourci, en fait. Tu vas vraiment entraîner ton cerveau à confronter cette peur et à passer à l'action malgré la peur. Et pour moi, forcément, il faut des compétences, il y a une stratégie, il y a une préparation, il y a un entraînement. Donc il y a vraiment toute une checklist, hein. Pour moi, quelqu'un qui passe à l'action sans compétences, c'est de l'inconscience, c'est de la folie, c'est de la stupidité. Donc, en fait, les athlètes, parce que nous, quand on le voit à l'extérieur, un peu les athlètes Red Bull, on pourrait voir qu'ils sont inconscients parce qu'ils font des choses mais tellement extrêmes qu'on se dit, mais comment? Moi, je pense être quelqu'un d'assez rationnel, Ouais. d'assez réfléchi, d'assez posé. Je pense quand même qu'il faut une petite partie de folie Mhm. pour quand même faire des choses qui sont hors du commun, mais avec la meilleure préparation possible. Donc moi, mon but, ça a toujours été de minimiser mes risques Mhm. et d'optimiser mes chances je ne vais pas dire de survivre, mais de gagner, on va dire. Et du coup, quand tu sautes en parachute ou en wingsuit ou même en base jump, est-ce que tu as encore de la peur ou ça se passe? Il faut toujours avoir cette peur. Ok. Le jour où tu n'as plus peur, où tu es tombé dans une certaine compétence inconsciente, Mhm. où tu es tombé dans la routine pure, où tu tombes dans la complaisance. Ouais, mais par exemple, là, tu as fait 11 000 sauts en parachute. Est-ce que tu es dans une routine aujourd'hui en parachute ou comment tu... J'essaye de ne pas tomber là-dedans. C'est comme dans l'aéronautique, dès que tu tombes, c'est bien d'avoir des habitudes. Mhm. Et je suis quelqu'un avec énormément de discipline, donc j'ai des habitudes de vie qui sont, je dis souvent, qui ne sont pas négociables. Mhm. Mais quand tu es dans un environnement à risque, il faut une part de routine, mais il faut aussi savoir se remettre en question, savoir appréhender les risques, être créatif, être curieux. Il y a peut-être une meilleure solution, il y a peut-être, tu vois. Donc je pense qu'il faut rester ouvert, c'est ce que je dis souvent. Moi, j'ai toujours été dans un mindset d'étudiant, en fait. Ok, avec d'apprentissage un peu. Toujours. Mm. Et souvent, je vais poser une question à quelqu'un qui a moins d'expérience que moi. Et la personne me regarde, mais tu as 11 000, enfin, plus d'11 000 sauts, tu as 30 ans d'expérience, j'ai rien à t'apprendre. Si. Peut-être que tu as peut-être une meilleure approche, peut-être que tu as une Oui, autre la vision façon. est un peu différente du coup. Voilà, il faut rester ouvert. Et si je fais un parallèle avec
pas seulement le monde de l'entreprise, mais c'est se remettre en question. Si tu deviens complaisant et si tu te dis « ouais, je fais ça depuis 20 ans, ça va encore marcher pendant 20 ans c'est là que ça devient très dangereux en fait. Et tu parlais juste avant des échecs que tu as pu rencontrer avec des sauts, des projets qui n'ont pas été faits. Comment on surmonte un échec? Mais déjà, comment est-ce que tu perçois un échec? Ouais. Pour moi, c'est pas un échec. C'est un processus d'apprentissage. Donc moi, le mot échec, T'aimes pas, genre c'est ben, pas... l'échec quelque part, c'est mourir. Ok. Mais on va quand même tous mourir. Donc, on n'a rien à perdre. Steve Jobs avait un très bon quote là-dessus, c'est se rappeler de sa propre mortalité, c'est le meilleur moyen de ne pas tomber dans le piège de croire qu'on a quelque chose à perdre. Et je pense que ça peut parler à beaucoup de gens qui terminent leurs études ou qui sont en recherche de... On n'a rien à perdre. Enfin oui, tu as ta vie, etc. Bon, moi j'ai choisi un environnement assez... Mais si tu reprends ça dans un environnement, on va dire, moins dangereux, tu n'as rien à perdre. Oui. Sauf peut-être du temps, de l'argent, etc. Mais de nouveau, je pense si tu as une stratégie, si tu es engagé... Moi, j'ai toujours une philosophie de vie, tout le temps. Tout ce que je fais, je le fais à fond. Ouais, t'as pas de regrets après. Voilà, c'est all-in. Et j'ai produit un podcast qui est Mindset Win, où j'ai eu plus de 100 athlètes de haut niveau, dont pilotes de Formule 1, skieurs, etc. Oui, tu as eu Max Verstappen il n'y a pas longtemps. Et en fait, ce qui revenait chaque fois chez ces gens, moi, il y a deux choses qui revenaient chaque fois. C'était la connaissance de soi, où est-ce que j'ai envie d'aller, quelles sont mes valeurs, quels sont mes points forts, quels sont peut-être mes points faibles, voilà. Et surtout, chaque fois, ils m'ont dit, moi, quand j'y vais à fond. À fond. Et moi, j'ai toujours fait les choses à fond. Il y a toujours ce mental-là, en fait, de dire, je veux être le meilleur dans ce que je fais. Pas le meilleur, mais le meilleur pour toi. Pour moi. Oui, tu ne veux pas te comparer aux autres, c'est non. toi, tu as ta limite personnelle, voilà. Parce que c'est ça qui t'intéresse. On a tous des limites. On a tous des talents, on a tous des compétences qui sont différentes, mais si tu fais quelque chose, que tu sois boulanger, que tu sois... fais-le à fond. Et crois-moi, si tu as ce mindset de faire les choses à fond, tu vas aller très loin, beaucoup plus loin que tu ne le penses. Donc toi, c'est un peu... Et pour sortir de sa zone de confort, c'est un peu comme la peur de l'échec. Et genre de choses, c'est d'oser avancer d'un pas et pas avoir peur de perdre quelque chose, en fait. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et on est élevé là-dedans aussi, je pense que c'est une éducation assez, voilà, pour pas mal de gens, c'est qu'on est toujours en quête de certitude. Et pour moi, rechercher cette certitude, c'est la meilleure façon d'abandonner nos rêves, en fait. Et depuis que j'ai terminé mes études et tout, j'ai toujours lâché prise par rapport à cette certitude. Ça ne m'a jamais intéressé. De toute façon, ça m'endort. Donc moi, ce qui m'a toujours excité, c'est cette incertitude. Et ce qui m'a toujours gardé, comme on dit, sharp. Parce que je suis toujours dans un mode, ça va peut-être pas continuer, ça va peut-être pas marcher, donc il faut que je me remette en question, il faut que je me renouvelle, il faut que je reste pertinent dans ce que je fais, il faut que je sois engagé, il faut que je sois bon, tu vois. Donc ça me garde toujours sharp, comme on dit. Donc ouais, c'est une ligne directrice un focus. peu. Focus. Voilà, exactement. Et en parlant de focus, tu parles souvent du flow, être dans un état de flow. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'état de flow et est-ce que à chaque saut, à chaque performance que tu fais, tu te mets dans cet état-là? Oui, alors je me mets dans cet état-là, c'est un peu comme dormir. Si tu te dis je dois dormir, tu ne vas pas dormir. Donc tu crées un environnement qui va te permettre d'arriver dans ce stade, en français on appelle d'hyperconscience. Donc c'est le plus haut stade de ta conscience. Et en gros, en une phrase, c'est être complètement absorbé par ce qu'on fait et en même temps être dans un lâcher-prise total. Donc tu ne réfléchis plus vraiment à ce que tu fais. Donc tu trouves en fait un équilibre parfait entre la partie émotionnelle de ton cerveau. Donc tu ne te laisses pas emporter par tes émotions, mais en même temps tu ne suranalyses pas tout non plus. Et en fait ce qui nous bloque souvent soit tu vas te laisser emporter par tes émotions, tu vas paniquer, tu vas penser négatif. Le cerveau humain il est programmé pour ça. Donc c'est souvent on dit la force mentale. Ouais, ok, facile, la résilience, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire.
Parce qu'en fait, quand on est sous pression, ton cerveau, automatiquement, il part dans un mode survie, protection. Qu'est-ce qui pourrait rater? Mhm. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à ça et qui vont très vite sous pression plutôt tout négativiser. Il y a des gens qui vont, c'est la force mentale, le lâcher prise, la résilience, qui vont se dire non, attends, moi je vais dans l'autre sens. Et ça. C'est quelque chose qui se travaille. Tu vois? Parce que quand on te voit dans les vidéos où tu es en wingsuit vraiment très proche, par exemple des arbres ou des rochers. Ouais, mais là en fait tu es dans cet état d'hyperconscience, mais tu sais que tu t'es bien préparé, tu t'es entraîné et tu sais que tu vas lâcher prise par rapport au risque et par rapport à ce qui nous empêche souvent aussi de passer à l'action, c'est ce besoin de tout contrôler. Oui. Donc il faut à un moment lâcher prise par rapport à ce besoin de contrôle. Et pour tous les gens qui démarrent un nouveau projet, que ce soit entrepreneur ou même tu vas travailler dans une boîte, tu ne vas pas tout contrôler. Donc si tu arrives à lâcher prise par rapport à, voilà, je ne contrôle pas tout, mais je m'engage dans ce que je fais aujourd'hui, maintenant, et je fais confiance au futur, c'est ça le flow pour moi aussi. Okay. Et vouloir contrôler le futur, eh ben, ça t'empêche d'être dans le moment présent. Oui, c'est d'imaginer quelque chose qui n'arrivera jamais souvent. Voilà, donc c'est un peu paradoxal. Mais... Et si on revient un peu sur tes sauts que tu as fait, tu en as fait pas mal, et dans les plus connus, tu as eu la ligne à Nazca au Pérou, tu étais en wingsuit au-dessus d'un site sacré. Tu as fait les pyramides de Gizeh en Égypte, qui a une vidéo, qui a, je pense, une des premières vidéos Red Bull qui a un peu buzzé, qui était en 2013. Et tu as fait les chutes de Gotha aussi au Pérou. Tu as eu le Royal George Bridge, qui est un saut au niveau qui est à 384 mètres de hauteur en base jump. Dans le Monténégro aux USA. Ouais. Ah oui, aussi, oui. Okay. Et tu es à Shanghai, la tour Jim Mao, à 431 mètres. Exact. Et comment ça se passe? Donc là, c'est des projets avec Red Bull. Est-ce que c'est toi qui le donne? Donc... C'est moi qui ai l'idée. Ouais. Ou parfois, c'est un pays qui m'appelle, tiens, ce serait sympa d'aller survoler tel site parce qu'il y a une histoire, parce qu'on va faire des chouettes images. Et puis on met tout en route. Et en général, dans ces projets, le plus compliqué sont les autorisations. Oui. Parce que par exemple, les pyramides d'Égypte, comment ça se passe? En fait, j'étais en Égypte pour un autre projet. On avait un dîner avec une partie de mon équipe et j'ai lancé en rigolant, je vais revenir et je vais voler au-dessus des pyramides avec ma combi. Tout le monde a éclaté de rire, tout le monde m'a dit mais t'es fou, ça va jamais se passer, c'est espace militaire, Moyen-Orient, c'est tendu, enfin ça a toujours été tendu. Donc oublie, bon moi c'est là que ça commence, tu vois. Donc, oui, c'est le challenge, là tu as du challenge. C'est le challenge de pouvoir le faire en fait, c'est ça qui m'intéresse. Après une fois que tu l'as fait, ben voilà, tu l'as fait. Moi, c'était pas vraiment pour la performance, c'était plus pour me dire, voilà, je suis le premier à voler au-dessus des pyramides en combi. On va faire des chouettes images, on va partager un bon moment, et voilà. En fait, ce qui t'intéresse, c'est la quête. C'est la quête de faire quelque chose. Ouais. C'est pas la finalité de le faire au final. Non, mais je pense que c'est dans beaucoup de domaines comme ça. Et c'est quoi le projet? Est-ce que tu as un projet, un peu un regret? Tu disais avant que les projets qui n'ont pas vu le jour, des projets où tu as vraiment envie de le faire. Alors j'ai une chance énorme, je n'ai aucun regret. T'as aucun regret? Non. Et ça, comment tu fais pour avoir aucun regret? Parce que je gère mes attentes, parce que je lâche prise par rapport à des choses qui ne se font pas. En fait, il y a un très bon bouquin de Mark Manson qui s'appelle The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Okay. Et en fait, alors je ne vais pas dire que c'est de la nonchalance ou du m'en-foutisme, mais j'ai toujours été dans cet état d'esprit où ça se passe, tant mieux, ça se passe pas, on passe à autre chose. J'ai pas de... Tu sais, les gens qui sont dépressifs ou qui vont même plus loin, c'est quand il y a une distorsion entre la réalité et leurs attentes. Et je pense que j'ai toujours été assez inconsciemment sans doute, mais j'ai jamais eu vraiment d'attente. Alors j'ai des rêves, il y en a qui se sont faits, il y en a qui se... Enfin voilà, mais jusqu'à présent je touche du bois, j'ai une vie de rêve. Oui, ça, on voit sur les réseaux. Voilà, donc je peux vraiment pas... Après j'ai pris des risques, c'est pas venu tout seul. Souvent on voit les gens après, je dirais en fin de carrière, tu vois, et on voit pas tout le travail qu'il y a. Voilà, alors je vais pas me la jouer, j'ai dormi des années dans ma voiture, etc. Mais j'ai quand même été dans des conditions pas toujours top, etc. Mais ça m'a jamais dérangé. Ça, pour moi, ça faisait partie. Il faut se donner les moyens, tu vois. De nouveau, je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros souci, et je ne vais pas stigmatiser la nouvelle génération,
Mais je pense qu'on est dans un confort agressif et excessif. Et en fait, ce qui tue aujourd'hui l'envie, le courage, etc., c'est ce confort. On a tellement peur de perdre le confort, même un minimum, Et en n'ose fait, pas. on est dans cette quête constante de plaisir immédiat, Mm. cette dopamine. Mm. Et dès qu'on s'emmerde, on prend son téléphone. Et il n'y a plus vraiment cet effort pour quelque part avoir cette gratification retardée. Mm. Oui, je vois. Il n'y a plus de quête en fait. En fait, là, on n'a plus la quête, on a directement le résultat de la dopamine. Oui, mais c'est un résultat qui est superficiel. Oui. C'est du plaisir instantané. Pour moi, il y a une énorme différence entre le plaisir, et je ne suis pas contre le plaisir, loin de là. Hein. Il m'arrive d'ouvrir le frigo et de prendre une bière. Enfin, je ne bois pas d'alcool, mais une bière sans alcool, tu vois. Mais il y a quand même beaucoup plus de satisfaction de qui tu es, de tes achievements, comme on dit. Si tu fais des sacrifices, si tu connais des temps plus difficiles, enfin des moments plus difficiles, si tu vois quelqu'un je vais prendre un bête exemple, mais en fait c'est neurochimique. Quand tu prends de l'alcool, tu as X minutes de dopamine. Okay. Ton cerveau, il crée un déficit de dopamine, donc c'est pour ça que tu vas normalement prendre de nouveau un verre de vin, etc., etc. C'est ton cerveau qui crée ce déficit. Si tu prends, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît et qui est assez tendance, un bain glacé, c'est pas agréable, mais ton cerveau va déclencher de la dopamine pour une beaucoup plus longue période. Okay. Parce que tu t'es mis dans une zone d'inconfort. Si sinon, tu vas faire de la gym pendant 2 heures, tu n'as pas toujours envie, mais si tu le fais, tu vas avoir une satisfaction et après tu vas te dire « ouais, ok, c'est bon, j'ai du caractère, je sais, tu vois, quand je joue au golf, dans n'importe quoi, moi ça me fait toujours rire parce que j'ai toujours pris soin de moi. Alors j'ai jamais fait du body, enfin ça se voit, hein, mais j'ai toujours fait beaucoup de gainage, de stabilité, etc. Aussi dans un souci de bien vieillir et de continuer à faire ce que je fais à terme. Et souvent on me dit « ah ouais, non, mais moi j'ai pas envie ». Et ça me fait rire. Je dis « et tu crois que moi j'ai envie tous les jours ?» Oui. Mais non, moi non plus j'ai pas envie. Il y a plein de choses que je fais que j'ai pas envie de faire. Enfin, moins qu'avant. C'est un peu la différence entre la motivation et la discipline en fait. Exactement. La motivation, c'est furtif. Ça va et ça vient. La discipline, c'est non-negotiable. Ouais. Tu le fais. Et si tu regardes les gens qui sont, je ne vais pas dire toujours bons, parce que c'est la performance, le succès, c'est très subjectif. Pour quelqu'un, tu es un champion du monde et pour quelqu'un d'autre, tu es un loser. Donc c'est quoi le succès? Pour moi, c'est quelque chose de très personnel. Mais c'est toi qui dois avoir cette satisfaction de voilà, j'ai pas de regrets, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis arrivé là où je voulais arriver, quoi que tu fasses, tu vois. Et aujourd'hui, donc là tu fais l'hélicoptère, on voit beaucoup sur tes réseaux sociaux. Comment c'est devenu l'envie de faire l'hélicoptère? Est-ce que c'est un plaisir? Est-ce que c'est un projet, un nouveau projet? Ouais, pour moi c'est un peu. Alors d'abord, mon rêve quand j'étais gamin, c'était d'être pilote, mais je ne me voyais pas bosser là-dedans. Okay. Donc j'ai recommencé quelque part il y a une dizaine d'années, parce que c'était un rêve qui était dans ma tête et je me suis toujours dit, à un moment je vais le faire. Et voilà, c'était le bon moment, c'était le bon environnement, etc. Et voilà, et pour moi c'était de nouveau, je trouve que dans la vie, il faut, et c'est ça qui te garde aussi sharp, c'est qu'il faut apprendre des nouveaux trucs. Et pour moi, c'était quelque part un enrichissement personnel aussi. L'aéronautique m'a toujours fasciné. Le vol, forcément, m'a toujours fasciné, sous n'importe quelle forme. Voilà, donc pour moi, c'était quelque part un nouveau challenge, un nouveau défi. Et j'aime bien avoir La vie, pour moi, c'est une expansion. Il faut s'ouvrir à des nouveaux trucs. Oui, ça, il faut sortir de sa zone de confort, quoi, au final. Exactement. Et c'est quoi tes futurs projets aujourd'hui? Comment tu te vois maintenant? Est-ce que tu continues au wingsuit, continuer le parachute, faire j'ai une grave blessure à l'épaule depuis 1 an. Donc je peux sauter, on va dire normalement, mais la wingsuit pour l'instant c'est pas possible. Donc je vais peut-être me faire opérer, on va voir. Mais quelque part j'ai fait tout ce que je voulais faire. Oui, tu as un peu accompli cette quête. Je vais pas dire que j'ai tout fait. Mais j'ai tout fait.
Pour toi, tout ce qui t'intéressait, tu l'as fait. Dans ce domaine-là, on va dire, tu peux toujours, et aujourd'hui j'ai des potes c'est la nouvelle génération, qui vont encore plus loin, qui prennent des risques. Et je trouve ça fabuleux, mais je pense qu'il y a un moment, en fait, tu sais, il y a toujours ce ratio entre prise de risque et récompense. Et en fait, ce que tu remarques, c'est que tu prends toujours les mêmes risques, mais ta satisfaction, elle diminue. Moi, j'aime bien l'exemple de. C'est un peu comme une équation chimique. Si tu fais toujours les mêmes actions, tu as toujours le même résultat. Mais si tu changes une action, tu auras un résultat complètement différent. Et c'est ça qu'il faut commencer, pas forcément tout changer, mais au moins commencer par quelque chose et c'est créer plein de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences, ce genre de choses. Voilà, donc faire les mêmes sauts que j'ai fait depuis 20 ans, tu prends les mêmes risques, mais tu n'as plus vraiment on va dire cette excitation, tu vois, parce que tu l'as fait. Et est-ce qu'aujourd'hui faire du parachute, c'est toujours. Est-ce que c'est comme il y a 25 ans, 20 ans, ou est-ce que maintenant c'est beaucoup plus sécurisé, ça a changé la façon de sauter? Est-ce que c'est plus accessible? Comment ça. Alors, avec les réseaux sociaux, ça a l'air peut-être plus accessible, mais je pense que quand j'ai commencé, c'était quand même déjà assez. Je pense que les gens qui ont commencé après la Deuxième Guerre mondiale, avec des parachutes ronds, etc., c'était autre chose. Oui. J'aurais pas voulu commencer à cette époque-là. J'ai connu une magnifique époque. Il y a eu plein de nouvelles disciplines. Voilà, mais non, quand j'ai commencé, dans les années 90, ça n'a pas tellement changé. Okay, Alors on a plus d'expérience, plus de connaissances. La wingsuit a changé. Ouais. La chute libre en soi n'a pas énormément changé. Enfin, le système de parachute, il y a toujours, tu as un réserve, tu as un principal, tu as un cypress, donc c'est un altimètre digital qui, si jamais tu es inconscient, qui ouvre ton réserve quand tu es à 300 mètres d'altitude. Si jamais tu es inconscient, voilà, ça existait déjà quand j'ai commencé, c'était le tout début. Mais la wingsuit a énormément changé. C'était comment du coup à l'époque par rapport à aujourd'hui? On n'avait pas les mêmes performances, on n'avait pas les mêmes matériaux, les mêmes profils, on n'avait pas surtout la même expérience. Et est-ce que pour faire ce genre de choses, est-ce qu'il ne faut pas avoir peur de la mort? Tu avais peur de la mort ou tu disais... J'ai toujours eu peur de la mort. Comment tu fais pour te dire que tu vas faire un sport qui est au début, qui est quand même hyper dangereux à l'époque parce qu'on n'aime pas de recul, et en même temps d'avoir peur de la mort, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a une petite part de folie, de cette recherche de se pousser, de découverte, d'exploration, peut-être d'inconscience quelque part. Je trouve ça intéressant d'être un pionnier, tu vois, dans une discipline. Ouais, c'est excitant. Ouais, je trouvais ça. Voilà, on n'était pas beaucoup. C'était une époque formidable. Et tu te vois comment dans 10 ans aujourd'hui? Tu es un grand sportif. Est-ce que tu vas continuer à faire autant de choses extrêmes ou tu penses avec le temps tu vas un peu plus t'assagir, être moins... Je pense que je me suis déjà assagi. J'ai un petit garçon qui a 12 ans. Je ne prends plus les mêmes risques qu'il y a 10-15 ans et je pense que tous les gens de ma génération, même les gens plus jeunes que moi, il y a un moment où tu ne peux pas aller plus bas, hein, sinon tu vas... je ne le connaissais pas très bien, mais j'ai un copain de 24 ans qui s'est tué avant-hier en Suisse. Ça peut être mon fils, quoi, tu vois. Enfin, c'est toi quelque part. Et je l'ai croisé, on s'était croisés plusieurs fois et je voyais sur les réseaux sociaux, il poussait, il rasait il était vraiment, il faisait du vol de proximité. Il y a des gens, quand tu vois ce qu'ils font, respect, chacun fait ce qu'il veut, etc. On n'a pas encore la cause de comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y en a qui ont Oui, dit qu'il y a eu un coup de vent, il a tapé à un moment parce que tu es trop bas, parce que tu n'as pas de marge, parce que voilà. Tu sais, voler très près du relief, c'est pas durable. Okay. Tu peux faire ça quelques fois par saison, tu peux faire ça quelques années, mais il y a un moment où tu vas te tuer. Ouais. Il y a quelques exceptions, mais tous les gens, et je te dis, je connais quasi tout le monde, il y a un moment où stop. Il ne faut pas dépasser la limite, quoi. Il ne faut pas dépasser. Parce que c'est un peu ce qu'on appelle le côté sombre du flow, c'est que tu commences à arriver dans un état d'esprit où tu te crois invincible. Tu es animal, tu vois. Oui.
Quand tu vois tout, tu où détectes tu te tout. dis, mais moi, il ne peut plus rien m'arriver, en Ouais. fait. Et ça, c'est très dangereux. C'est ton ego. Mm. Tu te laisses aveugler par ton ego. Donc il faut, pour moi, toujours avoir ce recul nécessaire et se dire, j'avais un ami qui était pilote de chasse et il me disait souvent, nous, ce qu'on nous dit quand on sort de l'école militaire, stay below your skills. Reste en dessous de tes compétences. Ne sois pas toujours à 100%. Parce qu'à un moment, tu vas te brûler. Donc quand tu sautes, tu es toujours un peu en dessous de ton maximum. Moi, j'ai toujours été très, très en dessous. Ok. Parce que j'ai toujours voulu faire ça longtemps et de façon répétitive. Et il y a des gens qui sont... It's not sustainable flying. Et je ne juge pas, hein. Je dis chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça dommage. Allez, son père à mon âge, tu vois, non. Oui, je comprends. Enfin, chaque accident est dommage, quel que soit l'âge. Hein, mais non. C'est un peu triste de finir là-dessus. Non, mais on peut finir sur autre chose. Toi, ta suite, c'est quoi la suite pour toi du coup? Mais la suite, c'est de transmettre des valeurs à mon fils. C'est de le voir quelque part suivre son chemin. Alors pas du tout là-dedans. Hein. Oui, dans ce qu'il aime, maintenant, c'est important. Voilà. Donc j'ai pas du tout. La seule chose qu'il doit faire, c'est jouer au golf. c'est une boutade. Non, voilà. Ouais, c'est qu'il soit épanoui, qu'il ait quelque part la chance. Alors je vais pas dire que j'ai eu de la chance. J'ai peut-être créé l'opportunité, mais je crois que tu crées ta chance aussi. Moi, j'ai toujours, et si je peux donner, alors je ne sais pas si j'ai plein de conseils à donner, mais on attire ce qu'on dégage. C'est vrai, je suis d'accord. Et si tu attires quelque chose d'engagé, de positif, tu vois, t'es crédible, t'es là quand il faut être là, même si t'es peut-être pas le meilleur, même si tu n'as pas encore d'expérience, tu commences, mais tu es là, ben, crois-moi que tu vas avancer beaucoup plus vite. J'ai vu des gens peut-être avec moins de talent, peut-être moins intelligents, qui allaient beaucoup plus loin parce qu'ils prenaient les risques, parce qu'ils étaient engagés dans ce qu'ils faisaient, parce qu'ils avaient le bon mindset. Et tu vois des gens qui ont plein de talent, qui sont bardés de diplômes, mais qui ne vont pas très loin parce que soit ils ont peur, ils n'ont pas envie de cette incertitude, tu vois. Ils n'ont pas envie de sortir de leur, comment tu disais, Oui, cette fameuse confort. Zone de confort. En fait, aujourd'hui, je pense que une arme à avoir, c'est arriver à accepter l'inconfort. Et te dire, ce sera... En fait, j'ai plein de phrases comme ça, si tu veux. Mais c'est souvent prendre des décisions difficiles aujourd'hui qui vont faciliter ta vie, au lieu de prendre des décisions faciles qui vont t'emmerder. Oui, en tout cas, c'est qu'un temps. C'est le confort que tu vas prendre, ta décision, ce sera que pour un but meilleur. C'est du sparadrap. Chaque jour, tu vas prendre des décisions faciles, tu vas rester dans ce confort, tu vas aller nulle et tu vas avoir des regrets. Et moi, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Merci beaucoup, Cédric. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner à cette chaîne et mettre un commentaire. Et je voudrais que tu finisses. Toi, ce serait quoi le conseil du coup, que tu donnerais aux jeunes là, qui nous regardent, qui ont peur de se lancer, qui ont peur de sortir de leur zone de confort? Ce serait quoi le premier pas à faire pour toi? Accepter l'incertitude. Accepter l'incertitude pour toi? Pour moi, c'est dès qu'on est en quête de certitude, donc dès qu'on va rechercher il y a des gens qui sont faits pour ça, et voilà, mais ce salaire, cette certitude, on s'enferme. Oser accepter cette incertitude. Merci beaucoup, Cédric. Merci à toi.